Bonjour et bienvenue dans cette émission diagonale de 2018. Nous sommes le 23 mai, jour d'investiture du second mandat de... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette émission spéciale diagonale qui va aborder la situation au Burkina Faso avec notre invité en ligne depuis Ouagadougou. Je suis en plateau avec Paul Danongbe. Alors depuis... Paul, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Depuis 48 heures, c'est la confusion au Burkina Faso. Mais il n'y a plus de doute aujourd'hui. Roch Christian Kaboré n'est plus président du Faso. La constitution a été suspendue, le gouvernement de même, que l'Assemblée nationale dissoute et les frontières terrestres et aériennes fermées. En clair, le Burkina Faso est coupé du monde. Daniel Kéré, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara et politologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour à vous donc, docteur Kéré. Avant de revenir sur les raisons de cette chute de Christian Kaboré, dites-nous exactement que s'est-il passé au Burkina Faso ces dernières 48 heures? Et les choses ont commencé à s'accélérer véritablement dans la journée du dimanche par des mutineries synchronisées dans plusieurs casernes du pays, aussi bien dans la capitale que dans d'autres régions militaires du pays. Et par la suite, il y a eu une présentation de revendications des bulletins qui demandaient par exemple le départ du chef de l'Agence nationale de renseignement, le remplacement du ministre de la Défense et d'autres revendications. Dans l'après-midi, les choses sont accélérées et les choses ont évolué vers la réclamation du départ du président Kaboré. Par la suite, il y a eu une tentative d'arrestation du président lui-même et dans un contexte de couvre-feu. Dans la matinée d'hier, il y avait une confusion. Est-ce qu'il était assez par les forces de défense de sécurité ou pas? Il y avait une confusion notoire. Par la suite, il s'est avéré qu'il était sous protection de certains membres loyalistes. Et l'arrestation était en cours pour qu'il soit pour sa démission ou bien en tout cas son arrestation. C'est dans la soirée finalement qu'il y a eu la proclamation de la prise du pouvoir d'État par les militaires. Alors, avant de venir à cette proclamation de la prise du pouvoir d'État par les militaires, vous disiez qu'il y a eu quelques premières revendications aux premières heures de ces mutineries synchronisées. Est-ce qu'en ce moment, le président Kaboré avait encore la situation en main et pouvait gérer convenablement cette crise? La situation a commencé à échapper véritablement aux autorités bien avant cette période, puisque avec l'aggravation de la crise sécuritaire, les revendications commençaient déjà à se faire sentir au niveau des casernes. Il y a même eu des mouvements de mutation, des mouvements de contestation qui ont commencé à se faire sentir dans les casernes. Plusieurs mois avant qu'on en arrive à cette situation. Donc le délitement de la situation a conduit progressivement à la perte en main de la conduite, disons, de la gestion des forces armées par le pouvoir de Roch Christian Kaboré. C'est l'aboutissement qu'on a vécu ces dernières situations. Alors, il y a une question préoccupante parce qu'il y a des images qui ont circulé notamment sur les réseaux sociaux. Il y a même une image qui a été reprise en boucle par les médias internationaux. On voit une voiture ensanglantée où il y avait du sang. Mais pourtant, le communiqué du MPSR hier soir disait que cette opération s'est passée sans effusion de sang. Est-ce que vous confirmez cela? Évidemment, on a vu les images, bon, mais tout porte à croire que, effectivement, dans la tentative, dans la nuit du dimanche, il pourrait y avoir des échanges de tirs entre peut-être la garde rapprochée du président Kaboré et les militaires qui voulaient prendre le pouvoir. Et c'est certainement dans ce contexte qu'on a vu les images qu'on présente actuellement dans les médias. Maintenant, dans l'intégrité physique du président Kaboré, nous ne pensons pas qu'elle soit remise en cause. Est-ce que ça concerne sa garde rapprochée? C'est une hypothèse, on attend d'avoir la confirmation. Très bien. Docteur Daniel, oui. Les institutions de la République, les personnalités de la République n'ont pas été menacées dans l'ensemble. Docteur Daniel Kéré, je suis en plateau avec mon confrère, Paul Danongbe. J'ai encore beaucoup de questions, mais je vais lui passer le relais. Docteur Daniel Kéré. Oui, je vous écoute. La situation que nous avons, à laquelle nous avons assisté depuis dimanche à hier au Burkina, s'est également produite dans d'autres pays comme le Mali et la Guinée. Mais dans ces pays-là, les revendications que les militaires portaient étaient axées autour de la gestion que les dirigeants déployaient à la tête de l'État. Qu'est-ce que les militaires reprochaient exactement au président Kaboré? Ce qui est reproché essentiellement au président Kaboré, c'est, disons, son incapacité à pouvoir fournir des réponses concrètes aux revendications des militaires. Concrètement, et lorsque les militaires vont au front, il y a des questions de pays qui se posent. Et très souvent, on fait état
cas de détournement de leurs primes par la hiérarchie supérieure. Également en termes d'équipement, le matériel qu'il faut pour pouvoir combattre les groupes terroristes. Soit sur une défaillance, soit un manque de matériel criard qui peut exposer dangereusement les forces armées, disons, à la frappe du pouvoir de feu des mouvements terroristes. Également, lorsque vous avez suivi un peu les dernières évolutions, l'attaque du caserne dans le nord du pays, Inata, a été précédée d'une période dans laquelle les militaires étaient pratiquement affamés, les gendarmes, parce que leur réapprovisionnement posait un problème. Voici autant de frustrations qui posent un problème et on se demande est-ce que la hiérarchie militaire, est-ce qu'elle n'est pas peut-être tentée dans le mouvement de corruption, dans une dynamique qui s'écarte des revendications des soldats qui sont sous leur hiérarchie. Et lorsqu'on fait remonter ces informations, on s'attend à ce que le premier responsable du pays prenne des décisions fermes et que ces décisions se traduisent concrètement sur le terrain. Lorsque on ne sent pas les résultats, cela peut encourager cette frustration et cette montée de colère. Et c'est un peu autre explication qu'on peut apporter à cette situation de revendication des militaires. Notons que les cas similaires sont produits également au Mali. Et c'est pratiquement le même scénario en fait. Des militaires qui réclament, disons, l'amélioration de la situation parce que peut-être la haute hiérarchie est corrompue et le président en place qui tarde à apporter des réponses et la situation évolue dangereusement. Hier, sur les réseaux sociaux, vous l'avez même confirmé dans vos propos tout à l'heure, il y a eu des mutineries synchronisées, mais qui était à la tête de l'opération? Il est vrai, dans la déclaration lue par les militaires hier sur la télévision nationale, on a vu le porte-parole du MPSR, mais qui était vraiment à la tête des opérations, puisque à Cotonou, nous, on apprend qu'il y a eu plusieurs mutins et que c'est plusieurs militaires qui ont mené de bout en bout l'opération. Dans ce contexte, il est vraisemblable que c'est un mouvement assez organisé, parce que si la mutinerie a pu se dérouler en même temps dans plusieurs casernes, dans différentes régions du pays, cela prouve qu'il y a une forme de synchronisation. Donc, il est difficile à l'instant où nous parlons de dire qu'il y a un seul leader, parce qu'un seul leader ne peut pas synchroniser que ce mouvement. Vous savez que dans l'armée, effectivement, si une décision n'est pas prise de manière concertée, et ça peut vraiment dérailler, et même c'est même dangereux pour les meneurs. Donc, on pourrait parler d'une forme de concertation de certains cadres militaires qui effectivement étaient un peu sur la même longueur d'onde par rapport à certaines revendications. Et ce sont ces concertations qui ont abouti à cette situation. Donc on attend dans les jours à venir pour voir effectivement quelle est cette coalition d'officiers qui ont décidé de prendre le pouvoir, quels sont les têtes qui vont s'émerger. Effectivement, il y a un lieutenant-colonel qui signe les communiqués. Évidemment, ce sera le président de cette jeune militaire, mais il ne sera pas le seul. Et c'est pas lui seul qui a dû coordonner tous ces mouvements. Alors, on parlait de ces revendications tout à l'heure. On va aller maintenant dans le fond du sujet. Docteur Daniel Kéré, le MPSR a assuré hier à la télévision nationale que cette décision était censée remettre le Burkina Faso sur le bon chemin. Mais est-ce que ce coup d'État ne fragilise pas aujourd'hui l'édifice démocratique du Faso? Et dans un contexte où on a opté pour la démocratie, évidemment, la question d'un coup d'État pose problème. Parce que pour accéder au pouvoir, la voie qui est prescrite, ce sont les élections. Si vous voulez accéder au pouvoir, vous déposez votre candidature, vous faites élire. Donc ici, disons qu'un putsch ou une insurrection serait un écart par rapport aux prescriptions démocratiques. Mais ce qu'il faudrait observer, c'est que les élections elles-mêmes semblent commencer à poser de plus en plus de problèmes dans le contexte. Concrètement, les élections ne garantissent pas la stabilité politique. Vous êtes brillamment élu et être plus tard chassé du pouvoir d'État. Et les raisons sont multiples. Quand on parle du contexte burkinabé, le système électoral est minoritaire. Depuis que le pays est indépendant, aucun président n'a été élu avec 2 millions de voix. Alors qu'actuellement, le potentiel électoral est estimé à plus de 10 millions de votants, de personnes qui peuvent voter. Deuxièmement, pour pouvoir élire, il faut beaucoup d'argent. Cet argent, forcément, ne provient pas de sources licites. Donc, les questions de corruption et les questions de blanchiment peuvent se poser lors des campagnes électorales. Donc, voici des situations complexes qui amènent, disons, les dirigeants à être affaiblis. Parce que si vous êtes élu d'abord par une minorité de personnes, et dans des contextes où c'est peut-être l'argent qui n'est pas franchement licite, cela pose un problème par rapport à votre légitimité. C'est pour cela, lorsque les élections sont balayées,
Mali. Je ne vous arrête pas. Je ne vous arrête pas, Daniel Kéré. C'est vrai que vous parlez du taux de participation, du taux également pour désigner le président de la République. Vous parlez également du financement de la campagne électorale et des partis politiques. Je suppose quand même qu'il y a des règles, qu'il y a un cadre juridique qui encadre toutes ces activités électorales. Et quand vous posez aujourd'hui la question de la légitimité du président Kaboré, nous savons tous qu'il a été quand même réélu à 57% des suffrages exprimés. Est-ce que ce n'est pas revenu en arrière? Je ne pose pas la question de la légitimité du président élu. Je pose le problème de la légitimité du système politique. On se comprend très très bien. On peut être brillamment élu dans un système qui lui pose problème parce que ici c'est le système qui est défaillant. Le système est défaillant parce qu'aucun président, depuis que le Burkina Faso existe, n'a été élu avec 2 millions de voix. Si vous êtes élu avec moins de 2 millions de personnes, pas moins de 2 millions de personnes, alors que le potentiel électoral est estimé à plus de 10 millions de personnes, vous êtes fondamentalement ferme. C'est ça en fait le vrai fond du problème. Si vous étiez élu par 4 millions, 5 millions, 6 millions de personnes, on ne peut pas vous ébranler par un coup de bras en fait. Voici le fond du problème. Je ne remets pas en cause sa légitimité, il était brillamment élu. Il n'y a pas combien de personnes. C'est le système qui pose problème à ce niveau. Et la faiblesse de ce système n'est pas la caractéristique systématique du Burkina Faso. Regardez dans tous les pays où les coups d'État sont survenus et les populations ne sont pas sorties pour défendre les présidents, et c'est la même situation. Ibeka aussi, Ibrahim Boubacar qui était en la même situation également. Après sa réélection, quelques temps après, il a été débarqué. Alors que quand il était au pouvoir, il mobilisait déjà dans les stades. Quand il était débarqué, qui sont ceux qui sont sortis? Les militaires, le MPSA a évoqué également, et vous l'avez souligné à l'entame de cette émission, la dégradation du contexte sécuritaire. Est-ce que cela est vraiment imputable aujourd'hui à Christian Kaboré, pendant qu'on sait qu'il a mené quand même beaucoup d'initiatives pour lutter contre le terrorisme au Burkina Faso, même si aujourd'hui on parle encore de 2 millions de déplacés et de centaines de morts? On ne peut pas nier au président Kaboré le fait d'avoir fourni des efforts importants pour endiguer cette crise sécuritaire. Il a vraiment fourni des efforts. La réalité est cependant que sur le terrain, on constate une dégradation. Et lorsqu'une situation se pose, qui doit répondre en premier lieu? C'est le premier responsable de l'État. C'est aussi logique que cela. Malgré les efforts qu'il a pu fournir, les résultats sont là. Lorsque vous êtes élu, on a sa trace à des résultats. Vous avez présenté un programme de campagne. Pour être élu, si vous êtes élu, on s'attend à ce que les résultats commencent à être observés sur le terrain. S'il n'y a pas de résultats, ça pose problème. Et c'est le premier responsable de l'État qui doit répondre malheureusement. Docteur Kéré, dans les rues de Ouaga hier, nous avons vu les populations en toute liesse. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la perception que les Burkinabés ont de ce coup d'État qui a été fait hier au pays, surtout quand on sait que, quand on apprend, j'allais dire, la libération du général Diendéré, dont nous connaissons les relations avec le pouvoir du président Kaboré? On ne peut pas parler véritablement, disons, d'une ferveur populaire massive qui accompagne ce putsch. Je dirais que la chute du président Kaboré procède beaucoup plus, disons, d'une déception, d'un désaveu par rapport aux résultats observés sur le terrain. Ce n'est pas dans une dynamique où le peuple appelle vraiment les militaires à intervenir au pouvoir. C'est pourquoi on observe une forme de passivité populaire. Il n'y a pas une ferveur populaire qui accompagne ce putsch. Il n'y a pas non plus une ferveur populaire qui sort pour contester ce putsch. Donc c'est cette situation un peu intermédiaire qu'on observe actuellement. Et on attend de voir l'évolution de la situation. Le plus important surtout serait de rassurer la population et de travailler dans le bien-être général. Si on travaille pour le bien-être de la population et si on sent réellement que les nouvelles autorités aiment la population, ce sera le gage de leur survie politique. Maintenant, quant à la libération de certains prisonniers, cela aussi peut, disons, susciter plusieurs débats. Et il y a des procès qui étaient en cours, on attend d'observer l'évolution de la Docteur, aucun pays africain, si on s'en tient à ce que nous observons depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années sur le continent, aucun pays n'est arrivé quand même n'est arrivé à bout du terrorisme. Nous avons vu au Mali, tout comme dans les autres pays du Sahel. Est-ce qu'il n'est pas injuste d'imputer ce qui se passe aujourd'hui au Burkina à l'incapacité du président Kaboré à trouver des solutions adéquates pour endiguer le phénomène? Non, comme je l'ai déjà dit, effectivement, il a fourni des efforts très, très importants
pour jubiler cette crise militaire. Ce serait quand même, disons, déplacé de dire qu'il n'a pas fourni des efforts pour le faire. Maintenant, la réalité est là que la situation s'est dégradée et continue de se dégrader. Qui est le premier responsable? Qui doit répondre en premier lieu? Alors, docteur Daniel Kéré, que sait-on aujourd'hui de l'actuel président, sinon celui qui dirige aujourd'hui le Burkina Faso? On parle de Paul-Henri Sandaogo Damiba, c'est un officier supérieur d'infanterie dans les forces armées burkinabès. C'est vrai qu'il a écrit un livre déjà sur le terrorisme. Est-ce que aujourd'hui, le président, l'actuel président Damiba, est-ce qu'on peut véritablement lui faire confiance? Parce que quand on écoute un peu les revendications et surtout le communiqué du MPSR, les militaires parlent d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Alors qu'on l'a rappelé au début de cette émission, quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau de la sous-région ouest-africaine, où il y a déjà pratiquement 3 ou 4 militaires au pouvoir dans nos différents pays, on se dit, est-ce que le Burkina Faso ne va pas également vers l'inconnu? Et au début d'une situation de cette nature, il serait plus prudent d'abord d'observer les actes que les dirigeants vont poser. Évidemment, nous sommes dans un contexte où la communauté internationale a des principes et elle exige le respect de ces principes. Je pense notamment à la CEDEAO et à l'Union africaine, y compris aussi l'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne, par exemple, qui sont des partenaires privilégiés du Burkina Faso. Et ces partenaires ont des principes et peuvent effectivement prendre des décisions concernant le Burkina Faso. Les premiers actes que les dirigeants actuellement posés seront déterminants pour voir l'évolution de la situation. Si ces actes, disons, racontent l'assentiment de la population, et si ces actes aussi, disons, ne heurtent pas fondamentalement certains principes internationaux, on pourrait quand même s'attendre à ce que les choses essaient d'évoluer dans le bon sens. Mais dans le cas contraire, effectivement, il faudrait s'attendre à des périodes assez difficiles, comme notre pays en connaît déjà. Et disons que ce n'est pas aussi une situation qu'il faudrait écarter, même si les dirigeants travaillent, disons, bien-être pour le bien-être de la population, les principes et disons les accords internationaux sont là, il faut les respecter parce que de plus en plus on semble décrier un coup d'État. D'avoir privilégié pour accéder au pouvoir, ce sont les élections. Alors c'est vrai que vous rappelez justement les réactions de ces institutions internationales, l'ONU et puis ensuite la CEDEAO tard dans la soirée d'hier. Selon vous, quand vous analysez un peu la situation au Burkina Faso aujourd'hui, que feront les militaires après ces différentes condamnations? On attend de voir surtout, mais ce que je peux bien dire, c'est que le gage de la survie de ces militaires-là, disons de la jeune militaire au pouvoir, c'est vraiment l'adhésion populaire. Tant qu'ils travaillent pour le bien-être populaire, avec l'adhésion, avec cette présence populaire qui les accompagne, évidemment, ils peuvent avoir une période de transition et se retirer par la voie royale. Mais sans ce soutien populaire, sans cette présence populaire qui va les accompagner de cette dynamique, il serait difficile d'envisager, disons, une pérennisation de la jeune militaire au pouvoir. Pour les jeunes militaires, on sait qu'ils s'approchent au pouvoir. C'est une forme de soutien, de la population. Tant qu'il n'y a pas eu un soutien massif de la population, ce ne serait pas possible dans le contexte du troisième millénaire. Alors, on va parler maintenant plus en profondeur de cette transition avec mon confrère Paul Danongwe. Docteur Kéré, les militaires qui ont lu la déclaration hier sur la télévision nationale ont parlé de résolution pacifique des conflits. Est-ce que la société civile, les forces de l'opposition et tous les acteurs participant à la vie publique au Burkina seront associés à ce qui va se faire désormais dans le pays? Oui, c'est indispensable pour la jeune militaire d'ouvrir une large concertation avec tous les acteurs de la société. C'est même indispensable, c'est impérieux pour eux. Concrètement, la jeune militaire actuellement doit organiser des concertations avec les partis politiques, avec la société civile, avec les leaders religieux, les leaders coutumiers et avec toutes les autres composantes, les jeunes, les femmes et ainsi de suite. C'est même important parce que s'ils ne le font pas, actuellement ils n'ont pas vraiment une forte présence populaire qui accompagne la dynamique. Il faut qu'ils le fassent pour avoir une certaine populaire et pour avoir une forme de gouvernance participative et toutes les différentes composantes de la société. C'est cette forme participative qui permet d'organiser une bonne transition et d'organiser ces élections pour se retirer du pouvoir. Donc, dans les prochains jours, on verra certainement qu'il y aura des concertations qui seront engagées avec, disons, tous les acteurs, toutes les composantes de la société pour effectivement déclarer des choses, disons, tracer une feuille de route
par rapport à cette perspective de la transition. Et bon, et on attend de voir complètement ce qui va se passer. Je disais à l'instant, vous l'avez rappelé précédemment dans vos propos, vous n'avez pas noté de liesse dans les rues de Ouaga hier. Est-ce à dire que les Burkinabés sont partagés entre ce qui se fait par les militaires et ce que d'autres personnes auraient souhaité pour le président Kaboré? Non, les Burkinabés sont essentiellement justement dans les différences en fait. Parce que malheureusement, le régime Compaoré n'a pas travaillé à cultiver cette ferveur populaire qui accompagnait quand il s'est arrivé au pouvoir. Si on recule un peu en arrière, le régime de la transition, après la chute de Blaise Compaoré, a été victime d'un coup d'État. Il y a eu une forme de ferveur populaire qui a accompagné cette transition et qui a permis de mettre en échec le coach conduit à l'époque par le général Juba Djindjiri. Le régime Compaoré, une fois qu'il s'est installé, il n'a pas travaillé cette ferveur populaire. Concrètement, il n'a pas posé des actes très forts dans le domaine de la lutte contre la corruption. Il n'a pas posé des actes très forts, disons, en direction de la jeunesse. Il n'a pas posé des grands actes qui permettent effectivement à la population de se sentir, disons, plus suffisamment en compte. Au contraire, il y a des cas de corruption aberrants qu'on a dénoncés. Et son entourage était aussi constitué par des gens sur lesquels il faisait de lourds soupçons de corruption ou, disons, de certaines infractions. Donc, le fait que le président Kaboré ait perdu cette ferveur populaire, les gens étaient vraiment dans les différences en fait. Donc cette indifférence qui a expliqué que le régime tombe si facilement. Mais ce n'est pas véritablement un appel, disons, à l'intervention des militaires pour prendre le pouvoir. Voici ce qui explique un peu cette forme d'indifférence qu'on observe actuellement dans le pays. Alors, cette forme d'indifférence va peut-être, on ne sait jamais, compliquer les choses dans les jours à venir. Mon confrère vous posait la question tout à l'heure quant à l'implication de toutes les forces vives de la nation sur la suite de ce qui sera fait aujourd'hui au Burkina Faso. Mais on a remarqué qu'il y a à peine 3 ou 4 jours, je crois que c'était le 20 janvier dernier, qu'il y a eu la cérémonie officielle d'installation des membres du Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Ça a été même présidé par le président Kaboré. Aujourd'hui, que deviendra ce Conseil national? On attend la décision des autorités. Est-ce qu'ils vont poursuivre certains chantiers déjà par le président Kaboré, notamment dans le domaine de la réconciliation nationale? On attend de voir. Pour le moment, on ne peut pas anticiper sur la décision qui sera prise. Mais concernant, disons, la légitimité populaire de cette junte, évidemment, elle doit travailler à avoir une certaine assise populaire. Sinon, elle ne pourra pas effectivement conduire ce pays et conduire une période de transition. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes et que vous-même, vous n'arrivez pas à trancher, mais est-ce qu'on peut faire véritablement confiance à cette junte aujourd'hui? Toute junte doit être jugée par ses actes. C'est le plus important. Et les actes que cette nouvelle junte va poser vont déterminer effectivement sa survie politique, ils vont déterminer l'adhésion populaire ou non. Ils vont également donner, disons, le visage de la transition. Ce sont les actes, par les actes qu'on pourra, mais déjà, comme vient de, disons, la prise de pouvoir, et il a en fait il sera difficile de pouvoir la juger quand on n'est pas les actes qu'elle va poser. Docteur Kéré, la transition est engagée définitivement au Burkina. Vous avez suivi au Mali, le colonel Assimi Goïta parle de 5 ans pour conduire la transition avant d'organiser des élections générales. Est-ce que les Burkinabés pensent déjà à la période que va durer cette transition dans le pays? Pour le moment, au Burkina Faso, il n'y a pas encore de débat ou de questionnement par rapport à la durée de cette période de transition. Mais le plus important, c'est qu'on s'accorde sur le fait que notre système politique pose problème. Parce que si les militaires, par exemple, organisent des élections, disons, dans quelques mois, on peut s'attendre à ce que le nouveau régime qui va s'installer encore n'ait pas suffisamment de capacité pour combattre la corruption, pour effectivement donner beaucoup d'espoir au gouvernement, parce que lui-même, il serait arrivé au pouvoir pas de corruption. C'est un peu ça, disons, la dialectique, c'est un peu ça, le dilemme en fait qui se pose avant. Et il va falloir qu'on repense sur notre système politique, voir ce qui peut être corrigé pour essayer de corriger, de réduire au maximum les biais liés à la légitimité d'un président par rapport, disons, au format du système. Comment on peut corriger ce format, comment est-ce qu'on peut le faire, mais c'est important qu'on le fasse. Sinon, il ne sert à rien de se dépêcher rapidement. On aura des élections dans 2 ou 3 mois, et évidemment, c'est le même cycle. On a obtenu cette situation au Mali, quand d'un coup de Traoré qui a assuré la transition, a organisé les élections, quelque temps après, il est arrivé au pouvoir, mais il est aussi encouru le même sort que ATT.
Et si on aurait approché avoir les élections avec les mêmes affaires privilégiées, avec les mêmes méthodes de gouvernance, le cycle le commence en fait. Donc pour le moment, on attend de voir, disons, la durée et le problème de la transition vont certainement ressortir, disons, des concertations nationales qu'on va organiser. Sur ces concertations pourront nous permettre de déterminer quelle pourrait être la durée de la transition au Burkina Faso. Docteur Daniel Kéré, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'est vrai que nous allons interroger également des acteurs politiques de l'opposition au Burkina Faso dans les prochains jours. Mais déjà, dites-nous, pour refermer cette émission, comment est-ce que l'opposition a réagi à Ouagadougou après ce coup d'État? Et pour le moment, j'essaie de scruter, disons, les différentes réactions. Ce sont nécessairement des réactions de la majorité présidentielle, l'ex-majorité présidentielle. Mais les réactions de l'opposition vont devoir intervenir au cours de la journée. Mais c'est essentiellement la majorité, l'ex-majorité présidentielle qui a fait beaucoup de déclarations. Et on attend de voir la posture que l'opposition va prendre et également les acteurs de la société civile vont prendre. Quand vous observez cette opposition, docteur Daniel Kéré, est-ce qu'elle est à la hauteur aujourd'hui des enjeux qui seront les siens, dans les prochains jours? L'opposition politique et la majorité politique sont essentiellement du même moule en réalité. C'est le même système. Puisque l'actuelle majorité qui vient d'être déposée par la jeune militaire est issue du Congrès pour la démocratie et le progrès qui est le parti fondé par Blaise Compaoré qui est dans l'opposition actuellement. C'est l'issue de ce parti qui a entraîné le départ de Roch-Marc Christian Kaboré pour créer une nouvelle formation politique. Donc, disons, l'opposition, les leaders de l'opposition et l'actuelle majorité qui vient la majorité qui vient d'être déposée, c'est le même système, c'est le même moule. Donc, les reproches qu'on formule contre la majorité déposée peuvent être également formulées contre l'opposition actuelle. C'est le même système. Très bien. Merci, docteur Daniel Kéré. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'université Thomas Sankara. Vous êtes également politologue. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci également d'avoir éclairé nos téléspectateurs sur ce coup d'État qu'il y a eu hier au Burkina Faso. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Bonjour et bienvenue dans cette émission diagonale au féminin. Nous sommes le 23 mai, jour d'investiture du second mandat de